Vous êtes sur le podcast de DMS Marquage, fournisseur de solutions d'impression, de marquage, de codage et d'étiquetage pour les lignes de production de n'importe quel secteur d'activité. Aujourd'hui à l'émission, l'histoire de DMS Marquage. Mélissa Audette, vice-présidente de DMS Marquage. Salut! Allô, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, bien Good. sûr. Contente d'être ici. Merci de me recevoir. Bien, on est vraiment contents. C'est un premier entretien qu'on va avoir ensemble. Il va en avoir plusieurs. Puis je te dirais que dans ce premier entretien-là, l'objectif, c'est d'apprendre à te connaître, évidemment. Et à connaître, évidemment, ton entreprise, mais toi, à l'intérieur de cette entreprise-là. Comment tu t'es épanoui? Ça m'amène à une première question. DMS Marquage, quel est l'historique? Ça vient d'où? DMS Marquage, c'est mon oncle qui a fondé l'entreprise en 1977. Il a été approché par un manufacturier qui se nomme Diagraphe pour être un agent distributeur de leurs produits au Québec, dans l'Est du Canada à l'époque. Okay. C'est encore comme ça. Puis, il a accepté. Puis de là vient une partie du nom de l'entreprise qu'avec les années, on a fait une contraction en l'année 2000, qui est les systèmes de marquage Diagent. Donc, Diagent vient de diagraphe et agent distributeur. Okay. Mon père s'est joint à son frère peut-être quelques années plus tard. Il l'a racheté, donc il est devenu seul propriétaire. Puis, l'entreprise, elle a évolué avec la technologie, évidemment, parce qu'on part d'une technologie traditionnelle, des codeurs contact, puis tout ce qui était un peu plus manuel à l'époque. Puis, au fur et à mesure que la technologie est venue se greffer, mon père était chercher des nouvelles lignes de produits auprès d'autres manufacturiers pour diversifier l'offre de solutions de marquage puis de codage aux clients. Puis également permettre d'être moins vulnérable face à un seul manufacturier aussi. Moi, j'ai été travailler là après mon bac. J'ai fait un bac en administration des affaires, option comptabilité. Okay. À l'époque, il y avait 3 ordres comptables, donc j'ai fait ma comptabilité de gestion. J'ai été contrôleur de l'entreprise pendant 7-8 ans. Puis, je me suis retirée. Et tu es devenu entrepreneur par toi-même? Oui, ben j'ai exploré d'autres avenues pendant que j'éduquais mes enfants. Et j'avais de la place dans mon agenda. À l'époque, je faisais de la consultation en comptabilité. J'ai offert à mon père de l'aide. Et quand je suis arrivée à l'entreprise, c'est un peu un retour aux sources. J'ai demandé si la chaise était libre. Puis, en l'espace de 3 mois, j'ai pris la place en janvier 2017. Puis, je suis là depuis ce temps-là. Wow! C'est un beau parcours. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec tout ce parcours-là, on parle des années 80, 90, 2000, il y a eu une évolution technologique, tu en as parlé. Comment on fait chez DMS Marquage pour être, encore une fois, un pas en avant de la compétition? Comment on fait pour se démarquer avec tous ces bouleversements technologiques-là qu'on a eus? Bien, je pense que quand tu es un entrepreneur, ce qui fait qu'il te démarque, c'est que tu essaies d'être en avant de ce qui se fait déjà sur le marché. Je suis quand même dans un milieu traditionnel. Mes clients sont majoritairement des hommes. Les fournisseurs, les compétiteurs sont aussi formés d'hommes. Fait que déjà, je pense que le fait d'être une femme, ça apporte un côté différent que de la pensée d'un homme. J'essaie d'être proche de mes clients, d'être au-delà de leurs besoins, d'anticiper les prochains besoins sur le marché, d'être à l'avant-garde. Je parle aux fournisseurs, je vais à des expositions commerciales, puis DMS Marquage, ben, je pense que ce qui fait qu'on se démarque de ma compétition, c'est qu'on est une entreprise québécoise. On parle le français. Oui. Parce que tu as de la compétition américaine, tu as de la Bien compétition sûr. québécoise aussi locale, mais tu as de la compétition qui vient des États-Unis. Beaucoup de compétiteurs américains. La plupart des manufacturiers vendent directement au pays, dans notre marché. Fait que l'avantage de la langue, achat local au bout de la ligne, est-ce qu'il y a une... Ben, je pense que la COVID a amené un peu plus cette conscientisation-là. Excusez, j'ai de la misère à dire le mot. On a eu la petite mode là, du panier bleu. Oui. Est-ce qu'il demeure encore? Je pense que oui, dans la conscience des gens, parce qu'on s'est retrouvés un peu isolés. Hein? Oui. Puis là, on a vu qu'il fallait être autonome, s'autosuffire,
Ça a amené un changement dans la gestion d'une entreprise, hein. Le long terme est devenu très court. Puis la rapidité de changement, d'ajustement, et tu devais réagir rapidement avec les nouvelles conditions du marché. Et l'achat local, ben oui, pour plusieurs raisons. D'un, le produit que je vends s'installe sur des lignes de production. Oui. Donc, on doit donner du service rapidement. Quand la ligne est arrêtée, le client, il ne veut pas attendre une semaine pour avoir du service. Donc, d'être proche physiquement. Oui. Puis de sentir qu'on comprend leur réalité. Parce que moi, j'ai une petite expression de tes babines s'enlignent avec tes bottines. Bien, on essaie de l'appliquer au quotidien. Ce qu'on dit, ce qu'on véhicule en écriture, ben pour moi, c'est très important qu'on l'applique. On vend notre service, on dit qu'on est présent, qu'on a de la place dans le calendrier. Ben dans le feu de l'action, il faut le démontrer que c'est vrai aussi. Donc, on essaie d'être à l'avant-garde à différents niveaux de mon département de service. J'ai toujours un employé, pas qui fait rien, mais qui est plus disponible à pouvoir donner du service rapidement parce que mon agenda n'est pas booké 2 semaines d'avance. Tu as toujours un backup, du moins au niveau de ton service. Exact. Super. Tu parlais de ta clientèle tantôt. Tu as différents marchés. Je serais curieux de t'entendre sur l'ensemble des marchés qui sont couverts, l'ensemble, du moins quelques marchés, puis le profil type de ton client par la suite. C'est intéressant comme question. Merci. Les entreprises que je desserre sont principalement des entreprises manufacturières. Ils doivent fabriquer un produit de tout secteur confondu. Donc, on est dans l'alimentaire, dans la pharmaceutique, la construction, le câble, le bois d'œuvre, la palette de bois, même une entreprise d'emballage. Il y a des entreprises qui se spécialisent à emballer des produits pour d'autres entreprises. Donc, ils ont besoin de faire de la traçabilité, ils ont besoin d'identifier ce qui se retrouve dans la boîte. Par exemple, vous allez à l'épicerie, vous êtes sollicité à tous les jours par ce que je fais. Dans le fond, ce que j'offre, c'est que vous allez regarder la date d'expiration. La traçabilité, à quelque part, est obligatoire. Je veux dire, la loi l'impose. Il y a des normes, évidemment. Il y a des normes, puis chaque secteur d'activité a ses normes particulières, que ce soit un logo pour personnaliser ou identifier un organisme. Il y a des normes d'étiquetage, de traçabilité. On revient à l'épicerie, tu allais raconter ton histoire d'épicerie. Donc, à l'épicerie, vous promenez dans les allées, vous prenez une boîte de conserve, vous prenez un contenant de salade, vous allez regarder la date d'expiration. Donc, nous, on installe des équipements pour imprimer sur les produits ce numéro de lot-là et la date d'expiration. En général, les compagnies, c'est ça qu'ils font. Il y en a qui vont mettre des codes à barre, mais le numéro de lot, date d'expiration et date de production. Puis, ce numéro de lot-là permet aux manufacturiers, après, si jamais il y a un retour, un recall, là, si je n'ai pas le mot français, sur son produit, un rappel, exactement, merci. Il peut, par ce numéro de lot, avoir les spécifications de la matière première, elle a été achetée où, elle a été achetée quand, ça a été produit à quelle heure, c'est qui l'opérateur qui l'a fait. Donc, ça donne beaucoup d'identification, puis ça évite de sortir les boîtes d'archives puis d'aller chercher dans des papiers. Donc, c'est un exemple de la vie courante où on retrouve la traçabilité. Il y a un volet traçabilité, mais tu m'expliquais aussi que vous pouvez également imprimer d'autres éléments d'information, ne serait-ce que le logo de l'entreprise. Donc, ça peut aller loin, là. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, mon produit, j'axe beaucoup sur le côté coût de production. Ça vient un peu de mon bagage, oui, éducatif, là. Le coût de production est important pour les usines, puis la traçabilité, je l'appelle le passage obligé. Puis on veut s'assurer que ce coût-là est le plus bas possible en fonction du besoin du client, des normes. Mais on va prendre par exemple l'emballage de carton dans lequel on va mettre des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, toutes sortes de produits sur la boîte.
le client va vouloir identifier ce qui se retrouve, question d'entreposage, question d'identification pour leur distributeur ou pour l'usager en fin de ligne. Ben oui, on peut imprimer que ce soit une valeur nutritionnelle, des descriptions, un logo de l'entreprise, un logo d'une association. Il n'y a pas de limite. La limite est budgétaire, au bout de la ligne, pour le client. Oui, le budget est un élément très important. Puis à ce moment-là, ben, on travaille autour de ça. Et comme ce qui est important de savoir, c'est que les équipements qu'on installe permettent d'automatiser des opérations manuelles. Donc, on fait des économies, évidemment, parce qu'on remplace un humain. Puis cet humain-là, ben, on peut l'amener à des tâches à valeur ajoutée parce qu'on le sait, on manque de personnel et de main-d'œuvre qualifiée au Québec. Donc, quand un employé, on le connaît déjà, on peut le mettre à une tâche qui est beaucoup plus intéressante que d'appliquer une étiquette sur une boîte ou d'imprimer manuellement l'information qui se retrouve dans un code caisse. Les profils des clients qu'on rencontre sont diversifiés, mais ils se regroupent quand même dans peut-être 3 catégories, là. Il y a le profil du propriétaire. Ouais. Donc, on rencontre des propriétaires. Évidemment, c'est des gens qui veulent avoir des réponses rapidement, qui veulent que le projet avance. Le fait qu'on fasse affaire directement avec la personne décisionnelle, ben on évite d'avoir des approbations à d'autres étapes. Plus rouge et plus directif. Définitivement. Donc, faut que ça avance, puis de venir dans le showroom, ben ça, ils trouvent ça très intéressant, de venir voir à l'académie le produit et tout. Fait que ça, c'est un profil de clients que nous avons. Il y en a quand même pas mal au Québec. Hein. Le Québec est composé de PME avec nos entrepreneurs qui ont bâti l'économie. Après ça, on se retrouve avec des entreprises qui ont un peu plus de structure. Okay. Fait que donc, on a un directeur d'usine qui va peut-être travailler avec un chargé de projet, puis le VP opération qui va être dans le dossier. Puis là, à ce moment-là, ben, il y a un peu plus d'étapes. Des fois, il y a des validations de budget qui doivent être faites. Il est moins dans le processus décisionnel de son côté. Ben, on est plus dans les étapes. Oui, je comprends. Le processus décisionnel, il se fait, mais parfois, on se retrouve dans des projets qui sont plus longs, c'est-à-dire 18 mois, 12 mois, 2 ans. Parce qu'il faut comprendre que les entreprises, ils ont leur propre enjeu du quotidien. Puis si jamais ils ont une machinerie qui brise, ben le projet qu'il y avait, il est reporté parce qu'ils ont des priorités. Il faut qu'ils continuent à manufacturer leurs produits qu'ils offrent aux clients. Donc ça l'amène à travailler un peu plus dans nos processus et les étapes. Puis ça se fait très bien. Puis, les autres profils qu'on retrouve, il peut arriver qu'il y a des stagiaires. Des stagiaires qui travaillent pour un été, puis là, ils explorent des nouveaux projets. Donc, on a des magasineux. OK. Ça, c'est ton troisième profil de magasineux. Des clients, il y a des clients qui magasinent, puis c'est normal, magasiner, c'est une bonne chose. Puis moi, d'avoir de la compétition, c'est important. Ouais. Ça me permet de sortir de ma zone de confort, puis de me démarquer. Puis, des choses qu'on contrôle, puis d'autres qu'on contrôle pas. Donc, c'est un peu des fois les profils qu'on a, puis à ce moment-là, bien, c'est important de bien valider que c'est un vrai projet ou non, là. Et c'est un peu ton boulot de faire ça, ainsi que tes représentants, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. On parlait tantôt des différents marchés, des différents clients. Évidemment que tu as différents produits en fonction des besoins de ces clients-là. Oui. Parle-nous un peu, je comprends qu'il y en a plusieurs produits. Est-ce qu'il y a des produits forts? Est-ce qu'il y en a que tu souhaiterais qu'ils deviennent un produit fort? Ou Ben, vous savez, on est une PME. Puis, on essaie d'être accessible pour toutes sortes de grosseurs d'entreprises. Donc, j'ai des solutions qui sont à plus petit budget, donc des solutions semi-automatiques, portatives ou des solutions automatisées, mais qui coûtent moins cher. Fait que ça, c'est des technologies que j'appelle un peu plus de base. Donc, ils n'auront pas la possibilité de faire de la communication pour automatiser. La vitesse d'impression de ces produits-là va être un peu plus lente.
Puis après ça, dépendamment de la ligne de production ou du besoin du client, ben là, on se retrouve avec des solutions qui sont un peu plus performantes. Dans mes offres de services, je pourrais les catégoriser de 2 types. J'ai, la catégorie où on peut automatiser l'application puis l'impression des étiquettes. Donc tout OK. ce qui utilise les étiquettes autocollantes, j'ai une ligne à ce moment-là. On a des solutions, qui sont manuelles, puis on a des solutions automatiques. Puis après ça, on a celles qui sont, au niveau du jet d'encre. Donc j'ai des solutions Sur pour n'importe quelle surface. oui, fait que dépendamment, c'est-tu sur le produit lui-même, selon son substrat, c'est-tu du verre, du plastique, du métal? Bien là, on fait des tests d'impression, pour valider l'adhérence, puis faire nos étapes dans notre processus de vente. Et là, on va proposer au client peut-être 2 solutions. Puis à ce moment-là, on lui montre, puis on pose des questions au niveau des opérateurs, au niveau de c'est quoi ses attentes? Tu sais, dans ton usine, as-tu des gens qui sont formés, qui ont les capacités d'avoir un équipement qui a un peu plus besoin de maintenance qu'une autre? Parce que oui, il y en a. Puis j'ai eu la chance de visiter tes bureaux parce que tu parlais tantôt de lignes de montage et différents produits. Oui, Euh, je sais que vous avez bâti une initiative, tu as bâti une initiative avec ton équipe qui s'appelle DMS Academy. Parle-moi un peu plus de DMS oui, Academy parce que ça fait quand même le lien aussi avec tout le côté exigeant que vous avez dans votre marché, la mise en place sur une ligne de production. Et je les ai vues, moi, les lignes de production, j'ai vu une oui, simulation de ligne de production. Parle-moi un peu oui, de ce concept-là. bien sûr. Ben, c'est une belle histoire parce que tout part de avril 2020. On avait une exposition avec le CIAL, puis c'était virtuel, puis j'y participais. OK. Donc, j'ai dû spontanément, parce que moi, je suis une fille spontanée, j'ai monté dans un espace de mon département technique, comme un espace d'exposition qu'après ça, je l'ai laissé là, puis c'est devenu, un petit showroom, une petite salle d'exposition où je pouvais montrer aux clients puis qu'on faisait des tests d'impression. Hem, Puis ça a été comme un élément, de vente, puis un élément, très positif pour l'équipe, Oui, puis pour les clients. Puis ça l'a amené, qu'on a fait des vidéos à cet endroit-là. Puis ça nous a amené plus loin parce que la COVID, elle nous a déstabilisés. oui. Elle nous a amené à utiliser des outils virtuels qu'on n'utilisait pas. Puis ça nous a poussé dans le dos. Puis on s'est ajusté. Puis on en a créé une opportunité. J'ai eu l'opportunité d'avoir une partie du local que j'occupe qui s'est libérée. J'avais un sous-locataire. Puis j'ai dit, ben tiens donc, cet espace-là, j'ai dit, je vais l'appeler DMS Academy. Puis, je me suis fait faire un logo. J'ai travaillé un nouveau logo que j'ai mis sur la bâtisse pour cette section-là de l'entreprise. Puis là, ben, on a déménagé le showroom. Puis, on l'a agrandi parce que là, on se retrouvait avec de l'espace. Je voulais pouvoir montrer à un client une similitude de ligne de production de le montrer, bon, ben, ce que vous avez dans votre usine ou qu'est-ce que vous aimeriez automatiser, on l'a. Donc, j'ai investi beaucoup dans les équipements que j'ai mis là sur place pour pouvoir inviter les clients à vivre une expérience 3 dimensions dans le processus de leur projet, puis les amener à faire un choix parce qu'on les accompagne dans leur projet Ouais. à eux. Fait que c'est leur projet, puis c'est eux qui connaissent, leurs enjeux d'entreprise, puis on essaie de faire un cadre, accueillant, puis, formatif également, autant pour mes gens à l'interne que pour la Clairement, c'est clientèle. très formateur et très Oui, rassembleur pour l'équipe, ouais. exact. Puis aussi, on se le cachera pas, la COVID nous a isolés, Ouais. puis le goût de prendre contact, puis de voir les gens, de se rencontrer, ben aussi, c'était un élément, qui était, mis de l'avant dans ce développement de cette section-là de la bâtisse. Je comprends. Ce qu'on est en train de discuter là, on va en discuter dans un autre épisode Oui, aussi parce que
ça crée un degré de personnalisation de service que vous Mhm. offrez auprès de vos clients. Ça part de là, entre Oui. autres, de DMS Academy. On va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans un autre épisode. Mélissa, merci beaucoup pour ton Merci, temps. Yanis. Bonne journée. Merci. Un des sujets vous interpelle? Contactez l'équipe de DMS Marquage.